Bonjour à toutes et à tous, j'espère que l'accent du Sud vous maintiendra éveillé. Ah bon, ça va, donc on me fait signe que ça marche, donc c'est bien. Donc merci d'être là, je vais essayer de vous balayer le maximum d'informations que je peux vous partager. Vous savez qu'à travers le blog Eloa ou à travers d'abord notre travail, on fait beaucoup de veille sur ce qui se passe dans l'univers du tourisme, de l'hébergement ou des loisirs. Et donc c'est l'occasion de les partager de vive voix, ces réflexions, ces constatations avec vous pour qu'elles vous soient utiles dans votre activité au quotidien. L'idée c'est que vous puissiez vous inspirer d'un certain nombre d'informations, de conseils, d'astuces, que vous puissiez les ramener au niveau de votre propre entreprise et appliquer ce que vous pourrez appliquer avec ou pas les technologies proposées par l'ORC, évidemment. Vous êtes libre de le faire avec tout ce que vous avez à portée de main. Mais en tout cas, dans un but, c'est d'augmenter la croissance de votre établissement. Alors, le terme générique, ou en tout cas, si on devait commencer à rappeler votre quotidien, depuis que le digital est là, le changement, c'est constant, c'est aujourd'hui, c'est demain. Et on est un petit peu comme un petit enfant qui apprend à faire du vélo. Si on s'arrête de pédaler, on se casse la figure. Donc là, on est obligé aujourd'hui, vu la manière dont évolue le digital, les réseaux sociaux, les OTA, votre propre site internet, de s'adapter en permanence. Sinon, on est un peu satellisé. Et puis assez vite, en général, les questions qu'on commence à se poser qui montrent qu'on commence à être satellisé, c'est tiens, j'ai un petit peu moins de clients qu'avant. Tiens, les réservations, elles tombent un peu plus tard que d'habitude. Tiens, c'est un peu plus compliqué parce que c'est peut-être dû à des nouveaux concurrents que j'ai autour de moi. Ces questions-là, ce sont des questions qui sont des petites alertes qui doivent vous enseigner que vous êtes probablement en train de vous faire satelliser dans cette logique de changement. Donc il faut faire très attention. Et encore une fois, le changement, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de culture. C'est vraiment une question de caractère. Vous êtes toutes et tous des entrepreneurs ou des dirigeants. Et le changement, ça fait partie de notre ADN. L'adaptation permanente, ça fait partie de notre ADN. C'est pour ça que les uns et les autres, on a choisi d'être des entrepreneurs, parce qu'on va faire des choses dans un environnement qui est instable et auquel on va devoir avoir plaisir à s'adapter. C'est comme ça, même si des fois, ce n'est pas évident. Alors ce changement, il est consacré par un certain nombre d'études importantes menées au plan mondial, au niveau européen, mais aussi sur les différents pays. Et le fait marquant de l'année 2024, relevé par McKinsey, c'est que pour la première fois depuis que le tourisme est une industrie avérée, reconnue, les expériences, qu'on appelait avant les loisirs ou les activités, sont devenues le premier critère de choix d'une destination avant l'hébergement. Jusqu'à cette année, on décidait d'aller dormir à Namur, dire tiens, on va passer un week-end à Paris, et c'était la première chose qu'on décidait, c'était la première chose qu'on recherchait sur Internet, c'était la première chose qu'on réservait, on s'assurait de réserver son toit. Et ensuite, on regardait ce qu'il y avait à voir et à faire. D'ailleurs, les sites des offices de tourisme ou des OGD, vous aviez toujours dormir, manger, voir, faire. Aujourd'hui, l'étude démontre bien que l'immense majorité des visiteurs, des voyageurs, c'est-à-dire quasiment 63%, décident d'abord d'aller dans une destination en fonction de ce qu'il y a à faire. Alors, on a beaucoup parlé du tourisme musical, les fameux concerts de Taylor Swift qui déplacent des avions entiers à Singapour, à Hong Kong, mais ce n'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que nous sommes dans une société post-Covid où on veut multiplier les expériences, on veut se sentir vivant, on veut pratiquer des choses. Alors, ce n'est pas forcément des choses délirantes, hein. On veut faire un peu plus de musées, on a envie d'aller sauter en parachute, on a envie d'apprendre à faire de la confiture, enfin, il y a plein de trucs. Et aujourd'hui, le problème, et vous êtes concernés si vous êtes des professionnels des loisirs non digitalisés, c'est que les destinations perdent de l'attractivité dès lors que leurs offres de loisirs ne sont pas visibles sur Internet ou ne sont pas réservables sur Internet. Donc l'importance aujourd'hui, c'est de mettre le maximum d'offres d'expérience de votre destination sur les réseaux sociaux et sur Internet pour que ça fasse vraiment son travail d'attractivité des touristes sur votre destination. Et ça veut dire aussi que si vous êtes un hébergeur,
les activités que vous proposez, vous, au sein de votre hébergement, ou que vous pouvez proposer avec des partenaires locaux à proximité de votre hébergement, font de vous une vraie micro-destination. Donc, c'est aussi des choses que vous devez mettre en avant sur les réseaux sociaux, sur Internet, avec vos partenaires, parce que c'est vraiment l'activité, l'expérience au sens large du terme qui fait l'attractivité, et c'est parti pour durer. Ça va se développer de plus en plus. Le deuxième point relevé par Kantar, qui fait une étude depuis 3 ans sur les changements d'habitude des consommateurs et surtout des voyageurs, c'est qu'on pensait que voilà, les voyageurs avaient changé leur comportement de manière marginale et que c'était fini. En réalité, vous et nous, nos enfants, les petits-enfants, vous le voyez tous les jours, les gens adoptent de plus en plus les réseaux sociaux, moi, ma mère, bientôt 80 ans, elle consulte son Apple Watch pour voir si elle a fait assez de pas dans la journée, s'il n'y a pas un environnement sonore trop fort. Donc on voit bien que chaque année, les changements des consommateurs face au digital et donc au voyage sont en train de changer à très grande vitesse. Et encore une fois cette année, quasiment les 3/4 des voyageurs reconnaissent avoir complètement changé leur façon de chercher, leur façon de réserver, leur façon de payer, leur façon aussi d'assurer leurs arrières lorsqu'ils se déplacent dans une destination. Et ça suppose que si vous n'avez pas dans votre site internet, votre moteur de réservation, sur vos réseaux sociaux, les signes, enfin les outils de ce changement, vous frustrez le consommateur, et la première expérience qu'il va vivre avant d'arriver chez vous, ça reste quand même son expérience d'achat, de recherche. Donc il est très important d'être up to market, on va dire, par rapport à ces changements. J'y reviendrai, mais un des changements les plus importants, on en riait encore quelques années, on savait que avant de réserver un hébergement, un Français, un Européen, au sens très large du terme, consultait à peu près 35 pages Internet avant de réserver. Aujourd'hui, c'est 227. Donc, vous voyez, en l'espace de 3 ans, on a multiplié quasiment par 10 ou 12 le nombre de pages qu'on regarde. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle du cross-selling. On consulte un truc sur les réseaux sociaux, apprendre à faire de la cuisine, les boulets de Namur ou de Liège, je ne sais plus, de Liège, pardon. Mais de là, on a une proposition croisée qui nous amène à dire tiens, il y a aussi telle autre recette que vous allez pouvoir voir, puis vous pouvez faire aussi telle activité, puis de fil en aiguille, on est pris et on visite un paquet de pages et on consulte des avis et on regarde des photos. Et donc cette boulimie de consommation d'informations touristiques, on a toujours peur de passer à côté de la bonne offre, donc on consulte de plus en plus. Et comme le voyage est devenu un besoin vital au même titre que manger, dormir et le reste, à partir de là, ça devient un sujet sur lequel on passe du temps à faire des consultations. Donc, très très important. Ce que je viens de dire là, c'est ce qu'on voit un petit peu dans toutes les études. Le temps qu'on consacre à la réservation, on estime aujourd'hui qu'en moyenne, c'est 30 jours par an, quoi. Enfin, pas 30 jours de 24 heures, mais c'est une charge de 30 jours qu'on consacre sur quasiment toute son année à rechercher des idées qu'on ne va pas forcément réaliser en réservant, mais on va chercher de l'inspiration, on va regarder des photos, on va essayer de comprendre, est-ce que tiens, ce truc-là, je peux y aller avec mon chien, est-ce que cette compagnie aérienne me permet de pouvoir dormir à proximité, de cumuler des points, enfin il y a tout un tas de sujets sur lesquels on devient de plus en plus curieux quand ça a trait au voyage. La tendance, elle est bien résumée par le patron de Booking qui dit de toute façon, en 2025, toutes les règles elles vont sauter dans le voyage, les règles de sexe, les règles d'âge. Alors quand on dit ça, ça veut dire en gros, il y aura des personnes âgées qui vont aller chercher des activités et des loisirs et des hébergements qui vont les pousser à sortir un peu de leurs limites pour faire du sport, pour se prouver que tout va bien encore, etc., etc. Et à l'inverse, on a des jeunes qui disent nous, de toute façon, nos vacances, c'est rien foutre, dormir, à la belle étoile. Enfin, on va voir dans les tendances de 2025 à quel point tout est en train de changer. Et donc, effectivement, dans ces changements, il y a forcément des choses que vous produisez déjà chez vous, des services que vous proposez qui correspondent à ces changements-là et donc qui peuvent capter des clients nouveaux pour votre établissement. Alors tout ça se passe quand même dans un contexte économique qu'il ne faut pas écarter, qu'il ne faut pas ignorer, et notamment sur les études qui sont faites par les Mogul Hotels, c'est-à-dire c'est un groupe d'analystes américains, c'est de travailler sur l'évolution du RevPAR, donc le revenu par chambre, ou pour les loisirs, c'est le revenu par forfait. Et on sait que grosso modo,
la question du pouvoir d'achat, elle a pesé sur le tourisme. On sait qu'en 2024 et 2025, on va avoir une stagnation du RevPAR, c'est-à-dire de la croissance du revenu que vous pouvez tirer chaque fois que vous vendez une chambre chez vous, si vous êtes un hébergeur, ou un forfait, si vous êtes un pro des loisirs, de moins de 1,2%. Pourquoi ? Parce qu'on est intolérant aux augmentations, aux inflations, à l'inflation, qu'il y a un pouvoir d'achat qui reste quand même assez tendu. Et donc, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, faire gagner plus d'argent pour votre établissement, augmenter la croissance, ça ne pourra pas passer par l'augmentation des prix, au risque de vous mettre, alors pour le coup, de vous satelliser par rapport au reste de l'offre. Donc ça, c'est de se dire, ok, oui, les prix, je sais qu'ils ne vont pas trop augmenter, les gens vont être très très peu tolérants à l'inflation de nos prix. Donc il va falloir gagner de l'argent différemment, il va falloir augmenter le RevPAR différemment, et ça fait partie des sujets que l'on va évoquer. Le seul moyen de gagner de l'argent, c'est de vendre tout ce qui est additionnel, déjà de bien vendre ces chambres au bon prix, je parlerai du revenu management tout à l'heure, et puis c'est aussi de vendre toutes ces options que j'ai autour de chez moi, les services, et y compris quand je fais des loisirs. Je peux ne pas me contenter uniquement de vendre que des entrées. Je peux vendre des services périphériques, je peux vendre des avantages, des coupes-fils, je peux vendre tout un tas de packages, par exemple en disant écoutez, au lieu d'attendre de réserver le snack à la sortie de la visite, je vous propose de le réserver par Internet sur une valeur de 20, vous allez payer 15 et donc les gens vont acheter, alors que peut-être ils seraient passés au supermarché du coin avant de visiter votre établissement pour aller acheter des gâteaux pour les enfants. Vous voyez, c'est les choses qui font que c'est vous qui captez l'argent et pas le supermarché qui est à 50 mètres de chez vous. Donc, premier point, c'est augmenter le RevPAR par les ventes additionnelles, parce qu'on sait que les consommateurs et les voyageurs sont très sensibles à des choses que, pour des fois, à votre niveau, vous considérez trop souvent comme des options, comme des choses un peu accessoires, un peu secondaires, mais en réalité, les voyageurs sont très, très, très gourmands de ce genre d'offres quand elles sont bien proposées, quand elles sont bien présentées. Et dans le même temps, il va falloir travailler à la réduction du CAC, de coût d'acquisition client. Coût d'acquisition client, quand on est un produit loisir, on le calcule comment ? On prend ses dépenses web, webmaster, le référencement, la création, l'amortissement du site internet, les commissions qu'on paie aux OTA quand on est vendu aux OTA, les frais de publicité que l'on paie quand on fait quelques liens sponsorisés sur Google ou sur les réseaux sociaux, le conseiller que l'on prend pour travailler avec soi sur les réseaux sociaux, les frais bancaires que l'on paie sur les réservations, tout ça, ça donne le coût d'acquisition client, puisque vous prenez cette somme, vous la divisez par le nombre de personnes qui ont réservé chez vous et vous avez votre coût d'acquisition. Ce coût d'acquisition, il faut qu'il baisse. Sinon, vous n'aurez pas la rentabilité, puisque dans un contexte où les prix ne vont pas monter, il faut quand même travailler sur les dépenses. Et un des plus gros postes de dépenses, ça reste les commissions. Et le seul levier de réduire le poids des commissions, c'est quand même de s'engager dans une vraie stratégie de réservation directe. Et on sait, depuis le temps qu'on se voit, à l'occasion de ces e-commerce day, qu'il y a des stratégies concrètes qui marchent, qui rapportent. Il suffit juste, c'est un petit peu comme le sport, il suffit juste de s'y mettre. Et ça a des résultats très efficaces. Donc là, pareil, c'est une étude de CBRE, donc c'est mondial, mais la France et la Belgique n'échappent pas à ces règles-là. Donc on va être dans un contexte de corde raide, donc, alors que globalement, le niveau d'activité touristique de 2025 va se remettre au niveau de 2019, c'est-à-dire avant la crise Covid. Donc on va avoir un revenu global du tourisme qui va reprendre son niveau normal, mais dans un contexte où il y a de plus en plus de concurrents, notamment les locations saisonnières, j'y reviendrai, et dans un contexte où les gens n'acceptent pas de sortir plus d'argent que ce qu'ils ont prévu pour leurs vacances. Donc il faut être relativement, c'est du pilotage très très fin, si vous voulez continuer à faire de la croissance, et une croissance forte pour votre établissement. On le voit notamment sur les loisirs. Les loisirs sont très en retard en matière de digitalisation. Alors c'est vrai que pendant un petit moment, les pros des loisirs disaient moi, les touristes, ils sont sur zone, donc quand il pleut, ils viennent se mettre dans un musée, c'est bon pour moi. Quand il fait bon, ils viennent faire du canoë chez moi. Je n'ai pas besoin de me casser la tête avec le digital. Aujourd'hui, seulement 21% des pros des loisirs sont correctement digitalisés. Correctement, c'est un site internet, un moteur de réservation, un système de paiement. Enfin, voilà, il n'y a que 21%. Le reste ne l'est pas. Et vous voyez, je citais l'étude qui a été faite avec notre partenaire national en France, qui est le groupement des vignerons indépendants de France. C'est 7000 producteurs qui font de l'œnotourisme et qui ont fait le choix de Eloa. Ils avaient en fait un peu moins de 15% de leurs producteurs qui non seulement faisaient payer les visites, mais en plus étaient digitalisés. Donc il y a un gros retard.
à la fois pour le producteur, parce que recevoir des gens chez lui, c'était indispensable, mais c'était le bazar tant qu'il n'avait pas de réservation, parce que les gens pouvaient arriver à n'importe quel moment, il n'était pas forcément prêt à les accueillir dans de bonnes conditions, et puis le voyageur, parce que lui, ça le fatigue d'aller dans un endroit sans savoir si ça sera plein, pas plein, s'il y a des prix spéciaux ou pas. Donc on est tous des consommateurs, et on est tous des consommateurs avertis sur Internet, et on est de moins en moins tolérants à l'à peu près l'approximation commerciale et notamment l'approximation digitale. C'est un élément d'exclusion évident. Donc, pour résumer de manière, on va dire, la grande image, les enjeux des professionnels que vous êtes, c'est un RevPAR qui ne va pas beaucoup augmenter. Et encore une fois, celles et ceux qui ont fait l'expérience de l'été 2024 avec des prix en augmentation, vous avez vu que ça a été quand même, ça a un peu tiré sur les réservations, hein, donc ça a été un peu compliqué à démarrer. Le coût d'acquisition client, il va falloir le tasser, et ce n'est qu'à ces conditions-là que vous allez pouvoir continuer à développer votre marge. La marge, ce n'est pas l'oncle Picsou, c'est ce qui vous permet d'embaucher, d'investir sur votre patrimoine, sur votre outil, de gagner de l'argent pour partir en voyage aussi. Donc on parle bien d'économie, le tourisme c'est bien ça, c'est une matière économique, une discipline économique, et il faut tenir compte de ces réalités pour aborder 2025 avec un regard averti, on va dire, sur la situation. Alors, une fois qu'on a ce regard averti, on se dit, bon, ouais, bah, ça change tout le temps, ça va être compliqué, moi, je vais quitter le bal parce que ça commence à me fatiguer. Non, on est entrepreneur, on sait très bien que des défis, on en a tous les jours. Hein. Quand ce n'est pas avec le marché ou les clients, c'est avec nos collaborateurs. Quand ce n'est pas avec nos collaborateurs, c'est avec les banques. Voilà, tous les jours, on doit gérer ces défis-là. Mais le principal défi, c'est quand même de faire du chiffre et de faire de la marge. Donc pour ça, il faut toujours garder la tête avec... je le dis souvent, des fois, moi, je fais beaucoup de paddle, pas du paddle, hein, du paddle, de la planche, et je vois souvent des gens qui se mettent à faire du paddle quand je suis sur ma Méditerranée avec mon chien sur la planche, et je vois les gens qui montent et qui n'arrêtent pas de se casser la gueule. Ils tombent à l'eau, ils ne comprennent pas. Alors moi, évidemment, je passe à côté, je fais un peu le malin, on est tout droit avec le chien. Bon, et puis comme j'ai été élevé par des femmes qui m'ont toujours dit qu'il fallait être gentil avec les autres, ce que je suis, je leur donne des conseils. Je dis, voilà, si vous ne voulez pas vous casser la figure, ne regardez pas vos pieds ni la planche, regardez l'horizon. Voilà, regardez l'horizon, vous allez voir que vous allez retrouver l'équilibre, vous allez avoir une perspective et vous n'allez pas commencer à pencher, à vous déséquilibrer, puis vous allez pouvoir ramer debout, droit, avec toute la pleine puissance de vos muscles. C'est la même chose dans votre activité touristique. Il faut garder la tête haute, droite, vers la perspective. La perspective, c'est un marché qui devient de plus en plus compétitif, car de plus en plus digitalisé, car de plus en plus concurrencé, mais dont on sait aujourd'hui quelles sont les pratiques qui fonctionnent bien et qui sont à la portée de chacune et chacun d'entre vous. Et en plus, vous avez la chance, vous, dans votre territoire, d'être accompagné par Visite Wallonia, qui a vraiment une équipe à votre disposition, répondre à vos questions, mon équipe également, donc vous n'hésitez pas à nous solliciter pour vous apporter du conseil, de l'intelligence aussi et de l'intelligence pratique. Alors pour ça, je vais vous donner en deux parties d'abord les éléments sur les tendances de 2025 et là-dessus, vous allez pouvoir piocher parmi ces tendances peut-être ce qui correspond à votre activité à vous, vous dire tiens, ce truc-là, effectivement, ce thème-là, j'ai l'impression qu'il est en train de monter en puissance. Moi, j'ai peut-être un truc chez moi qui correspond à ce thème. Alors d'abord, ce qui ne change pas, on appelle ça les bases brillantes du tourisme. Hein. C'est les trois bases brillantes, c'est le prix, c'est la propreté, c'est l'emplacement. Ça, aujourd'hui, alors la propreté parce que le Covid est passé par là, entre autres. La propreté aussi parce qu'on aime bien aller dans un endroit où c'est propre, hein, tous. Le prix parce que, je ne vais pas revenir dessus, ça reste aujourd'hui un point très très important par rapport à l'inflation et au pouvoir d'achat des gens, et votre emplacement. Et l'emplacement, là, ce n'est pas au champ au carrefour, hein, ce n'est pas forcément l'emplacement au carrefour de plein de choses. L'emplacement dans le tourisme, c'est de plus en plus l'emplacement un peu éloigné de tout, coupé un peu du reste pour pouvoir respirer, se soulager, voilà, être bien. Ou dans un petit village avec un caractère authentique, ou dans un hôtel même d'une ville moyenne, mais avec un endroit cosy. Voilà, on sait que l'emplacement, ce n'est pas juste le point géographique. C'est l'idée qu'on se fait quand on regarde votre offre à distance de « Ah ouais, là, je vais y être bien, quoi. Je vais me poser, je vais être bien ». Donc ça, c'est des bases brillantes et elles ne changent pas. Et on ne peut pas les compenser si on n'est pas bon sur ces thèmes-là, juste par du marketing, par des belles images ou par des phrases sorties de je ne sais quel cerveau pour dire chez moi c'est mieux qu'ailleurs. Si vous ne correspondez pas à ces critères, vous allez vous faire allumer en 2 secondes sur
les avis de Google ou sur Booking ou sur Airbnb, et vous ne l'aurez pas volé, et ça sera très très difficile de remonter la pente sur des questions de propreté, d'accueil, d'emplacement et de prix. Voilà. Donc ces points-là, il faut bien les travailler, et notamment sur le prix. Je le sais pour avoir, avec mon équipe, on a lancé une formation interactive sur le revenu management. On a donné des conseils de revenu management, mais on a beaucoup de pros qui disent bah, c'est super, on a appris plein de trucs, mais nous, ce qu'on aurait aimé apprendre, c'est comment fixer nos prix déjà. Parce que souvent, on a fixé le prix en regardant sur l'épaule du voisin ou en regardant ce que les autres faisaient, mais est-ce que c'est le bon prix? Voilà. Donc effectivement, la question du prix, elle est très importante, et du rapport qualité-prix, elle reste encore importante aujourd'hui. Le premier changement, je l'ai dit en introduction, mais je le répète ici, c'est la demande expérientielle. Voilà. Donc quand quelqu'un, sauf s'il vient pour le travail, parce que son entreprise l'envoie sur votre territoire, mais quand c'est de l'agrément, pour 90% d'entre vous, il va falloir que vous mettiez une dose d'expérientiel. Ça ne veut pas dire que vous allez lui vendre de l'expérientiel, mais vous allez lui parler des expériences possibles, soit à vivre chez vous, soit autour de chez vous, à travers votre site internet, les réseaux sociaux, les descriptions de vos offres sur votre moteur de réservation. Vous ne vous contentez pas de mettre chambre double avec toilette, douche, climatisation et accès au téléviseur avec Wi-Fi gratuit. Ça ne suffit pas. C'est depuis votre chambre, vous allez avoir une vue à perte de vue sur la forêt, un endroit propice en pleine nuit pour voir les étoiles, c'est génial, aucun vis-à-vis, etc., etc., etc. Voilà, les textes, là, il va falloir quand même tartiner, parce que les gens lisent quand l'information est une information qui a de la valeur, qui leur permet de se projeter sur ce que vous êtes. Et je crois que ce matin, vous avez vu qu'à travers l'IA, vous pouviez aussi demander à l'IA de vous soutenir pour donner un peu plus de corps à votre propos. Mais à la base, vous devez réfléchir à tout ce qu'il y a autour de chez vous qui vous semble anodin ou un peu trop coutumier. Vous oubliez d'en parler, alors qu'en réalité, c'est ce qui va intéresser, au titre de l'expérience, la personne qui va vouloir venir chez vous. Alors j'ai mis le Vatican parce que l'expérience du Vatican, pour ceux qui l'ont fait, je l'ai redit hier, en tant que chrétien, des fois ça me choque de dire ça, mais ce genre d'expérience c'est infernal. Vous voyez, on est au Vatican avec 350 personnes autour, et on va le voir dans les tendances de 2025, on veut de l'expérience, mais si possible loin du monde. Vous voyez, c'est un peu le paradoxe. Mais pour autant, chacun peut se positionner par rapport à ça. Alors, le tourisme aime bien inventer des analogies, des termes, des acronymes. Donc le premier terme, la première tendance 2025, c'est le ciel clair, les étoiles, le fait d'être dehors, d'observer la Voie lactée. C'est le nocturisme. Ce n'est pas un mélange d'alcoolisme et de nuit. Hein. Je préfère le dire. Ça pourrait, mais ça, à la limite, le nocturalisme, ça pourrait être pas mal. Mais le nocturisme, c'est une tendance qui est de plus en plus recherchée à travers les mots-clés. Alors tout ce que je vous donne là sont des études sérieuses, hein, de Booking, d'American Express, de Get Your Guide, voilà. Alors elles sont de Google, elles sont ces tendances identifiées sur des millions de recherches de mots-clés, sur des demandes qui sont faites à des grandes compagnies hôtelières, sur des expériences qui sont recherchées sur Airbnb. Donc c'est important. Le nocturisme, je parlais à mes amis hier de Vis Wallonia qu'à Amiens, donc côté français, ils ne savaient pas trop quoi raconter sur l'office de tourisme d'Amiens. Et le directeur adjoint a dit on a payé une grosse étude marketing pour savoir ce qu'on pourrait dire. Et on nous a dit que nous avions un superbe camailleux de gris dans le ciel d'Amiens. Voilà. Donc ça devait attirer les touristes, le camailleux de gris. Bon, en réalité, le nocturisme, il ne faut pas qu'il y ait de camailleux de gris ni quoi que ce soit, il faut pouvoir voir les étoiles. Donc si vous êtes dans un point loin de l'éclairage des villes, que de chez vous, il n'est pas rare de pouvoir admirer la Voie lactée de la fenêtre ou du patio ou quoi que ce soit, parlez-en. Hein, faites pas forcément des offres nocturistes, hein, parce qu'on pourrait vous prendre pour des naturistes ou des nudistes ou ce genre de trucs, ou alors donnez bien la définition, parce que vous pourriez être surpris peut-être par certains comportements de clients, un malentendu est si vite arrivé, mais parlez de ça. Deuxième point, c'est à la fraîche. Alors bon, pour vous c'est pas mal, mes amis du Morbihan également, en Bretagne, réchauffement climatique aidant, et vous l'entendez à mon accent venant du sud, c'est vrai que, y compris pour nous qui sommes habitués et au soleil et à la chaleur, ça devient un peu la saturation quand même. Hein. Nous, on a le soleil très fort, la chaleur très forte et la sécheresse maintenant qui va avec.
C'est pas super rigolo forcément, alors, et pour les locaux et pour les touristes venir chez nous. Et on voit bien que sur des publics, pas forcément de personnes âgées, il y a cette recherche de se mettre à la fraîche. Donc la notion de chez nous, c'est un climat tempéré l'été, dès le printemps, on est sur, de temps en temps il y a de la pluie, mais ça fait du bien aussi, voilà, etc., etc. C'est des choses qui ont besoin d'être dites. Peut-être que l'année prochaine, je vous dirai le contraire, si les études nous démontrent que tout le monde en a marre de se les peler en plein été. Mais en tout cas, pour 2025, ça fait partie des sujets parce qu'on a été saturé dans les médias, dans les réseaux sociaux, par les informations. On a été saturé sur les questions de réchauffement climatique avéré et on a été un petit peu culpabilisé. On recherche, d'ailleurs on le voit, je vous donnerai des détails si vous voulez sur le blog Eloi, mais on voit bien que les gens veulent moins prendre l'avion maintenant, ça y est, c'est la première fois depuis 3 ans qu'on voit un sentiment de culpabilité à prendre l'avion. Les gens veulent prendre la voiture ou le train, mais aller à moins de 3 heures de voiture de chez eux. Donc il y a ce sentiment de consommation locale, à la fraîche, vivre un truc où voilà, on est bien, on se sent bien, on est posé. Ça, c'est important avec, quand même, vous le voyez, 61% de gens qui veulent souffrir moins du soleil. Hein, voilà. Et je peux les comprendre, hein, puisque nous, dans le sud, on s'expose 10 minutes et on ressemble de suite à un Moyen-Oriental, mais on fuit le soleil. Voilà. Donc on le sait parce que le soleil est devenu très agressif. L'autre point qui est en relation, c'est le hors-saison. Vous voyez, en 2024, parce que les prix d'hébergement étaient trop élevés, il y a eu quand même une certaine inflation, beaucoup de gens, les 3/4, ont réfléchi à l'idée de partir hors saison. Alors le hors saison, il est aussi justifié par les changements climatiques qui font que au printemps ou à Pâques, finalement il fait beau, en septembre, octobre il fait encore beau. Nous, par exemple chez Eloi, à clients équivalents, à isopérimètre, au mois d'octobre, on a fait 36% de revenus en plus, enfin nos clients ont fait 36% de revenus en plus que octobre 2023. Donc le mois d'octobre a été un mois, pas pour toutes les régions, mais a été très porteur parce qu'il faisait très doux, parce qu'il faisait très bon et que beaucoup de gens sont partis en hors-saison. Évidemment, la première des motivations du hors-saison, c'est de se dire je peux avoir un bon rapport qualité-prix parce qu'on s'attend en hors-saison à avoir quand même des prix plus modérés qu'en haute saison, évidemment. Et donc là, il ne faut pas décevoir les gens sur ce genre d'attente. Et donc, ils sont prêts à réserver hors saison. Le conseil, même si vous n'envisagez pas d'ouvrir hors saison ou de rallonger votre saison, testez d'ouvrir votre planning 1 semaine plus tôt, 2 semaines plus tôt, pour voir si ça accroche, si des gens réservent, si des gens s'intéressent à cette période-là. Et ça va vous permettre de voir si ça mord à l'hameçon. Mais vous pouvez, on parlait de RevPAR et d'augmentation du revenu, si progressivement vous gagnez 2-3 semaines de réservation supplémentaires sur les ailes de saison, c'est du résultat qui peut être très très positif pour vous. La durabilité, c'est aussi un des termes un peu crème à la tarte. Donc, quand je dis crème à la tarte, ne voyez pas en moi un climato-sceptique, hein, loin de là. Hein. Mais je veux dire, on en parle ad nauseam, on en parle plus qu'on ne le pratique. Maintenant, les voyageurs, les consommateurs, les citoyens que nous sommes, on veut quand même des preuves, quoi. Pas des preuves des conséquences du réchauffement. On dit, voilà, ok, vous parlez de durabilité, on espère que c'est autre chose que de remplacer les bouteilles en plastique par des bouteilles en verre. On veut que vous nous montriez dans votre établissement ce qui se passe. Je le vois encore une fois dans mon département, les hôtels ont dû communiquer sur le fait qu'il y avait de la sécheresse, il manquait d'eau, on mettait des mousseurs dans tous les hôtels, que les eaux grises étaient récupérées pour pouvoir être réinjectées dans les chasses des toilettes. Enfin voilà, il y a tout un tas de communications qui ont permis de tenir un propos constructif et positif et qui a permis quand même d'agréger un nouveau type de clientèle. Donc ça, c'est important de le mettre en place parce que, vous le voyez, 55% des voyageurs sont déterminés à vérifier que les arguments que vous avancez quand vous le faites sur la durabilité sont avérés. Si ce n'est pas le cas, vous faites allumer. Et si ce n'est pas le cas, les gens ne viendront pas. Parce qu'il y a maintenant une forme de culpabilisation de prendre sa voiture, de faire de l'empreinte carbone, etc. etc. Bon, voilà, ça va devenir un peu coupable maintenant de faire quelques kilomètres. Mais c'est devenu quelque chose d'important, toute génération confondue. Hein. Ce n'est pas juste les jeunes
fans de Greta Thunberg qui pensent ça. Hein. Tout le monde veut faire gaffe, notamment on le voit sur les études sociologiques, les personnes âgées qui disent mais enfin nos petits-enfants, on ne va quand même pas laisser le truc partir à volo, donc on va s'intéresser à ces sujets. Le voyage lent, c'est aussi, alors ça c'est un truc un peu plus abstrait, mais ça fait partie, c'est le concept voyage, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'horaire, on enlève la montre. Alors vous allez me dire, ouais mais nous qu'est-ce qu'on y peut? Ça se traduit par quoi? Dans une maison d'hôte par exemple, c'est de dire, bah voilà vous êtes bien, vous êtes posé, il fait bon, vous n'avez pas envie de prendre la bagnole pour aller au village, acheter à manger ou au restaurant. Voilà, nous on fait des plateaux repas. Et à l'heure que vous souhaitez, vous le réservez et on vous le livre devant la porte. Voilà. Vous le voyez aujourd'hui, l'expression urbaine du voyage lent, c'est tous les mecs qui livrent dans les hôtels du Uber Eats ou des Deliveroo. Le voyage lent, c'est ça déjà. Vous arrivez avec en voyage d'affaires et votre TGV, vous arrivez à l'hôtel, vous êtes vanné, vous n'avez pas envie d'aller au restaurant, vous avez encore moins envie d'aller à un restaurant à l'extérieur. C'est devenu très courant de voir la valse des livreurs dans les halls d'hôtel et qui vous livrent n'importe quel type d'aliments qui vous fait plaisir à ce moment-là. C'est pareil pour des hébergements non hôteliers et non urbains, des maisons d'hôtes, des boutiques hôtels. Voilà. Les gens disent, bah, moi, c'est un peu comme un resort. Alors après, il faut avoir envie de délivrer ce genre de service. Mais encore une fois, je vous ramène au point numéro 1 qui est d'augmenter le RevPAR. Bah, il serait peut-être allé au restaurant du village ou il serait peut-être allé à la supérette acheter à manger, mais si vous leur proposez un plateau repas, là c'est pareil, vous ne leur proposez pas un repas. Moi je connais plein de maisons d'hôtes en France, bah, ils font des plateaux repas, ils déposent ça devant la porte, il y a une bouteille de vin, ça augmente un peu la valeur du plateau repas, une sélection de fromage, un peu de charcuterie, un bon pain, roule ma poule, et ça y est, quoi. Les gens sont contents d'avoir ce service directement à leur niveau et ils vont dépenser 15 € par personne, 20 € supplémentaires, et tout ça, ça fait du revenu. Donc c'est pas juste dormir dans votre jardin, occuper vos espaces à faire le paresseux. Le voyage lent, c'est ça, c'est le voyage sans contrainte. On fait ce qu'on veut et on se consacre à son propre repos. Les voyages de longévité, c'est pas qu'en Asie et au Japon, avec des messieurs centenaires que ça arrive. Là, c'est pareil. La génération des personnes âgées aujourd'hui qui sont sur le marché, qui sont très mobiles en hors saison, qui ont un bon pouvoir d'achat, et on va le voir, qui veulent partir aussi avec leurs enfants et leurs petits-enfants, souvent avec leurs petits-enfants, sont attirés par cette notion de voyage de longévité. Alors, vous n'allez pas vous équiper du jour au lendemain de cryothérapie, de gourous avec le pantalon de Johnny Clegg qui font de la danse et qui font de la fumette, on est d'accord, mais vous pouvez avoir probablement chez vous des choses qui permettent de dire, tiens, je vois chez nous par exemple, dans mon secteur, dans mon pays, on a la confiture de gratte-cul, c'est une plante qu'on cueille à la montagne. Gratte-cul, alors ça gratte le cul, c'est vrai, mais faites-en l'expérience, mais elle a l'avantage d'être un bon antioxydant, d'en faire une cure toute une semaine, on se sent requinqué. Je peux vous certifier que c'est des choses qui fonctionnent. Les gens, notamment, on a un réseau qui s'appelle EFATA, qui est un réseau d'hébergement chez les chrétiens et dans les lieux mariaux, dans les sites mariaux. Vous avez des gens qui vont faire des retraites maintenant avec des réservations en ligne dans des monastères ou dans des communautés religieuses où ils ne vont faire qu'une alimentation, ce qu'on appelle la cuisine de monastère. Donc ils vont se mettre un petit peu dans une forme de retraite spirituelle et de retraite gastrique. Les deux ne vont pas forcément de pair, mais ça fonctionne et ça fait partie des choses que les clients adorent réserver. Voilà, c'est pas juste une chambre, c'est pas juste un lieu, il y a aussi un petit service. Les trips et les voyages multigénérationnels, ça alors c'est le truc qui cartonne en ce moment. On veut profiter de la vie, on veut le faire avec ceux qui nous ont manqué pendant le Covid à cause des confinements, à cause des éloignements. Il y a beaucoup de gens, plus qu'on ne le pense, qui inconsciemment ont pris conscience que ces séparations de quelques mois ont été difficiles à vivre. Et donc, il y a un retour à cette valeur de, moi, quand je vais peut-être voir moins souvent ma grand-mère, mais on va la voir une semaine, on va partir en vacances ensemble, on va faire des trucs ensemble, chacun va y aller à son rythme, et puis ces voyages-là, aujourd'hui, vont avoir chez vous comme traduction le fait d'avoir des propositions, par exemple, de vendre vos hébergements en mode tribu, de faire des packs pour visiter une expérience où on sait très bien que
toute la famille, elle ne va pas faire du saut de la chute libre, mais ce n'est pas parce que mamie ne fait pas de la chute libre que vous ne pouvez pas proposer un pack famille, ou à côté de ça, vous allez proposer une autre expérience aux personnes qui n'ont pas envie de se jeter de 4000 mètres d'altitude, quoi. Donc il faut raisonner offre famille, pack multigénérationnel, pack papy, mamie, les enfants, vous pouvez leur donner des appellations un peu comme ça. Ça les gens percutent en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vous réserver ça, mais ça enrichit la gamme de ce que vous allez proposer sur votre site et dans votre réseaux sociaux et sur votre moteur de réservation. Et dans les 227 pages que les gens consultent avant de réserver, ben ce truc-là, ça va aller hameçonner vers chez vous. Vous voyez, c'est, encore une fois, ce n'est pas forcément des trucs que vous allez vendre dans 100% des cas. Hein, c'est juste dire, ben oui, cette tendance-là, j'ai quelque chose à faire dessus. Alors là, on rentre dans les termes en cation, en sion, voilà. Donc les staycation, c'est les voyages à proximité de chez soi. 61% des gens considèrent qu'ils ne connaissent pas leur territoire, qu'ils ignorent plein d'endroits sympas dans lesquels ils pourraient partir en vacances. Vous voyez, le genre de truc où on s'en va et où on dit, bah si quand même on vit dans un beau pays, quoi, hein, on a tout à portée de main, c'est génial. Vous voyez, quand les gens se sont dit ça alors qu'ils sont à moins de 3/4 d'heure de voiture de chez eux, c'est gagné. Ben, le staycation, c'est ça. Et là encore, il ne faut pas ignorer l'intérêt de cette clientèle qui est à moins de 3 heures de voiture de chez vous, que vous allez pouvoir toucher très facilement à travers les réseaux sociaux parce que c'est de l'affinitaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des amis d'amis, de parents qui vont reposter vos publications et vos offres. Et ça marche très très bien. Les micro-questions, pardon pour ces termes, mais c'est pas moi qui les ai inventés, hein. J'aurais trouvé d'autres termes, enfin c'est du court séjour, voilà, dit à la catalane, c'est du court séjour, c'est-à-dire moins de 4 jours chez vous, du midweek, on l'appelle comme on veut, mais là aussi, c'est des offres, réservez 3 nuits, la 4e est offerte, parce qu'on cherche toujours du prix, offre spéciale 4 jours, prolongez votre séjour, voilà, ça c'est un truc qui est très important pour pouvoir coller à toutes ces tendances, et notamment la breathcation, donc c'est les vacances du courage. Je répétais hier, je vais répéter ce que j'ai dit hier, mais dans les 3 termes qui semblent être les 3 tests de courage que les gens veulent faire pendant leurs vacances, le premier c'est de goûter une autre alimentation que leur alimentation courante, donc ça c'est une preuve de courage. Je sais ce que c'est. Moi qui viens d'un pays catalan, j'ai mangé les boulets tout à l'heure donc de Liège. J'ai fait du breathcation, vous voyez. Donc mais bon, ça va. Je pense que j'ai passé l'épreuve avec succès. J'en ai mangé 3, donc je crois que c'est bon. Donc vous voyez, des fois ça tient qu'à l'alimentation. Le deuxième, c'est effectivement de faire des trucs où on sort un peu de l'ordinaire. Et notamment, l'étude démontre que plus on est âgé, plus on veut faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Merci les prothèses des hanches, parce que là, effectivement, quand on n'a plus le risque, je fais une référence familiale, hein, je disais ça à ma mère, je dis écoute, maintenant tu ne pourras pas dire que tu vas te péter le col du fémur, tu as 2 prothèses en titane, donc tu peux y aller, quoi. Et donc c'est vrai que les prothèses aidant, on a envie de pouvoir faire des choses qu'on ne s'autorisait pas précédemment. Et après, le 3e acte de courage, c'est de parler à des gens qu'on ne connaissait pas. Voilà, vous voyez, le truc, donc vous le faites tous les jours au petit déjeuner pour ceux qui sont hébergeurs. On le fait quand on est poli, qu'on dit bonjour à quelqu'un dans la rue, voilà, en tenant la porte. Ça fait partie des actes de courage. Après, on a les cas extrêmes, effectivement, où on se jette depuis un avion, avec ou sans parachute, tout dépend si on a des états d'esprit suicidaires ou pas, mais qui cartonnent aussi, puisqu'on a envie de tester pendant ces vacances ce courage. Les IA, je ne vais pas revenir sur la conférence de matin, d'autant plus que IA, c'est les itinéraires alternatifs. Voilà. On veut aujourd'hui être conseillé sur des choses à faire dans une destination autour de son hébergement, qui sortent des sentiers battus, en rencontrant le moins de gens possible. Et donc on veut des rencontres, des itinéraires alternatifs, et on ne veut plus les partager. Ceux qui ont la dégaine facile, je prends en photo, je mets sur Insta en disant « Salut les amis, voyez où je suis, gna 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 ». Bon, les gens ne veulent plus le faire pour ne pas attirer du monde à cet endroit, pour le préserver. Alors ça marche plus avec la clientèle locale qu'avec l'étranger qui, lui, va partager ça sur tous les réseaux. Mais en même temps, il y a une forme de responsabilité aujourd'hui où les gens ne veulent plus forcément que le surtourisme se développe à cause d'eux, parce qu'ils vont partager ce genre d'informations. Donc si vous avez des itinéraires alternatifs autour de chez vous, même si vous êtes un hébergeur,
Parlez-en, créez une page dans votre site internet, sur vos réseaux sociaux, expliquez que voilà, en 20 minutes, en 30 minutes, vous voyez, les gens aiment bien qu'on leur donne ce que vous pouvez faire en 20 minutes, ce que vous allez pouvoir faire en 30 minutes, ce que vous allez pouvoir faire en 2 heures, quel est le degré de difficulté, ce que vous allez voir, quels sont les points marquants, quelle atmosphère vous allez vivre, etc. etc. Les gens adorent ce genre de choses et ça vous fait autant de sujets à poster sur les réseaux sociaux. Et enfin, l'hyper-personnalisation. On veut une offre sur mesure. Autant vous dire que c'est impossible. Parce que, tout simplement, il faut avoir plein de données clients, il faut bien identifier les clients et que le risque d'erreur, même quand on a beaucoup de données, de proposer une offre famille à quelqu'un qui vient tout seul, il est quand même encore important. Donc, l'hyper-personnalisation, c'est juste qu'à un moment donné, vous allez agir par tâtonnement. Quelqu'un vient sur votre site internet, sur votre moteur de réservation, il va regarder votre tarif standard au départ. Il va dire, tiens, ça coûte combien d'aller dormir là-bas? Tiens, ça coûte combien de vivre cette expérience dans ce spot de loisirs? Ça, c'est la première question. Et là, il exige d'avoir une réponse immédiate. Vos tarifs doivent être affichés, votre moteur de réservation doit donner les tarifs. Mais vous devez pouvoir lui pousser ce qu'on appelle des offres additionnelles ou de l'upsell en disant, tiens, vous êtes en train de regarder une visite classique de notre parc animalier, mais est-ce que vous avez regardé que pour 30% de réduction, je vous offre le nourrissage des animaux le soir, une expérience incroyable avec notre vétérinaire, etc., etc. Et de fil en aiguille, grâce à ces offres que vous pouvez mettre en place très facilement avec l'ORC, vous allez voir que le client, il va rentrer, il va mettre un pied dans la porte du magasin virtuel qui est votre site et votre moteur de réservation. Il va avoir un premier prix qui va le rassurer. Et puis, au fur et à mesure, vous allez l'attirer vers le magasin avec des offres un peu plus personnalisées. Des fois, vous allez faire un chou blanc. Des fois, ça va très, très bien fonctionner. Et à la fin, il va réserver quelque chose de complètement différent de ce qu'il avait imaginé réserver chez vous en entrant dans votre site ou votre moteur de réservation. Donc ça, c'est important. Parce que, encore une fois, une personne sur 2 démarre sur un prix standard, mais on a envie de se faire cueillir. Tiens, ils sont bons, hein, franchement, je voulais acheter qu'un truc à 100 balles la nuit, j'ai laissé 200 balles. Ben oui, parce qu'on m'a proposé le panier gourmand, parce qu'on m'a proposé le petit massage holistique ou je ne sais pas trop quoi, parce qu'on m'a proposé... Voilà. Et les gens aiment se faire cueillir. Évidemment, pas tous, mais une bonne partie. Et donc ensuite, on a l'hyper-personnalisation qui consiste à pouvoir systématiquement proposer ce qu'on appelle de l'upsell. L'upsell, c'est, là encore, l'ORC vous permet de le faire sans être lourd, sans être agressif. Je suis en train de réserver une chambre simple, il y a la suite familiale qui est libre à ces dates-là. Le système va dire, tiens, pour 30 € de plus, est-ce que vous voulez une chambre plus grande? Est-ce que vous voulez une chambre avec la Nespresso? Une chambre avec le tapis de yoga? Voilà, normalement, ça vous aurait coûté 100 €. Là, pour 30 € vous l'avez. Et vous vendez la chambre supérieure à quelqu'un qui va accepter de mettre 30 balles de plus, vous libérez la chambre de rang inférieur pour quelqu'un qui, lui, n'était disposé qu'à mettre que 100 balles dans la nuitée, et ça marche. Ça fait, pour ceux qui appliquent bien ces méthodes, et c'est valable sur les loisirs, vous achetez un loisir, une entrée, un pack famille, on vous dit, tiens, avec ce pack famille, si vous achetez le pass snack boutique maintenant, vous allez payer 30 €, mais ça va vous donner accès à 60 € ou 50 € de produits en boutique. Les gens acceptent ce genre de propositions et abondent à ce genre de propositions. Voilà pour les tendances et quelques idées de mise en application. Encore une fois, de tout ce que je vous ai dit, entre ceux qui existent chez vous, dans votre environnement, dans votre établissement, que vous allez pouvoir valoriser à travers votre site internet et les réseaux sociaux et les fonctionnalités que met à votre disposition l'ORC, vous pouvez adresser toutes ces problématiques et ce marché. Donc ne vous en privez pas parce que vous allez voir que ça va produire des résultats économiques évidents. Tout ça, ça se résume par un terme, c'est la distribution holistique. Alors là, c'est pareil, ne voyez pas en moi un gourou, on n'est pas dans une secte. La distribution holistique, la définition, c'est l'art de vendre pas que votre chambre ou pas que les entrées à votre attraction. C'est d'arriver à tout vendre en même temps et de faire en sorte que quand quelqu'un arrive chez vous, il est quasiment habillé de la tête aux pieds. Alors soit au moment où il réserve, ça s'appelle les upsells, les ventes additionnelles, mais il y a aussi ce que vous permet de faire l'ORC. Il y a un email qui va partir automatiquement en disant « Ah, chère Christelle, vous venez de réserver chez nous, c'est super, mais vous savez que vous pouvez réserver aussi dès maintenant votre recharge de voiture électrique, vous pouvez aussi réserver votre plateau de repas si vous pensez arriver tard, vous pouvez réserver un oreiller spécial pour reposer, je ne sais pas trop quoi, etc., etc. »
vous allez pouvoir aussi générer l'envoi d'un email 2 jours avant son arrivée. Ah Pierre, vous arrivez dans 2 jours. Au fait, sachez que vous pouvez peut-être monter dans une chambre de rang supérieur. On a une promotion exclusivement pour vous. Allez-y. C'est ça la distribution holistique. On vend, on vend, on vend, on vend. On ne vole pas les gens, on ne les truande pas. On leur montre toute la valeur que l'on a, que l'on est capable de proposer en service et en bien. Et effectivement, l'argent que vous prenez, vous, c'est l'argent que ne prendra pas le supermarché à côté, le restaurant à 3 km. C'est des revenus que vous allez capter, vous, parce que vous êtes en mesure de délivrer ces services. Alors pourquoi il faut vous lancer là-dedans? Parce que pour ceux qui sont hébergeurs et qui ont vu émerger tout un tas d'offres de location saisonnière pirates sur Airbnb et ailleurs, pour les expériences, Airbnb, cette année, ils rappuient sur le bouton des expériences et ils vont faire très très mal. Ils vont vendre des expériences, alors ça va être... En plus, maintenant, ils ont tout compris de leurs erreurs. Ils vont vendre le musée du Louvre à Paris, ils vont vendre les entrées à Disneyland, mais ils vont aussi vendre faites de la confiture ou des space cakes avec Tata Jeannette et Tonton Rasta dans le 8e arrondissement de Paris. Vous voyez ? Les expériences, c'est ça. Parce que des fois, on a l'impression qu'il suffit il faut avoir un établissement, les vigiles, les barrières, musée, voilà, la scénographie. Non, le mec aujourd'hui qui va à Barcelone, Airbnb Experience est né à Barcelone, hein, j'en parle en connaissance de cause. C'est juste une expérience où des fois, on sort dans la rue, on est amené par un guide dans une de chevaux, on va visiter 2-3 exploitations agricoles, le gars nous raconte son histoire, il nous fait manger du fromage, du miel, etc. et vous avez claqué 80 balles. C'est-à-dire que vous claquez plus sur ce genre d'expérience que ce que vous n'auriez claqué dans un musée ou ailleurs. Ça ne veut pas dire que les musées sont disqualifiés. Ça veut dire que pour être attractif sur Airbnb Experience et ailleurs, il faut proposer autre chose que du produit sec. Parce que le produit sec, l'entrée au musée, l'entrée dans une attraction, ça se met sur Google Things to Do, ça se met sur Google Mobile, parce que c'est généralement le genre de choses qu'on achète au dernier moment. Il pleut, on va se mettre dedans, est-ce qu'il y a un musée? Je tape Google, musée Namur, pouf, 3 propositions, le lien de réservation, je réserve directement, et l'ORC vous permet d'être compatible avec Google Activités. Je fais ma réservation, je vais consommer mon billet, visiter le musée. Mais ce que je recherche, ce n'est pas forcément que ce genre d'expérience. Et là, Airbnb, vous le voyez dans la manière qu'ils ont de vendre les expériences, avec beaucoup de vidéos. Alors les vidéos, là aussi, n'ayez pas peur. Si vous avez décidé, parce que vous avez de lointaine origine italienne, que vous êtes très très fort ou très très forte sur la cuisine italienne, que vous voulez faire un stage de cuisine italienne chez vous, faites-vous filmer par vos enfants, par votre compagnon, votre compagne, et vous expliquez que vous allez révéler les grands secrets de la sauce tomate version namuroise, avec un séjour magnifique où on va en plus consommer les bonnes pâtes fraîches, etc., etc. Et vous faites la vidéo. Vous ne savez pas monter votre vidéo, vous avez des outils d'IA, et ils sont accessibles notamment sur le blog Eloa. Vous mettez vos vidéos, ça le monte, ça met la musique, ça met un petit montage, et puis vous postez ça sur les réseaux sociaux, vous allez recevoir des contacts, des engagements, vous allez recevoir des gens qui vont vouloir réserver. L'expérience, c'est ça. C'est pas juste j'ai besoin d'un avion, d'une piste de décollage, d'un matériel super sécure, et je me jette de 4000 mètres. L'expérience, c'est aussi ça. Voilà. Donc Airbnb revient avec énormément de moyens sur ce créneau-là. Ça, c'est des nouveaux sites qui vont sortir aussi sur Eloa sur le premier trimestre pour expliquer que les expériences, ça ne se vend pas forcément qu'avec des photos, généralement qu'on fait avec une mauvaise qualité. Ça se vend des fois avec une écriture graphique, avec un style, avec des appellations qui sont punchy. Parce que c'est comme ça que ça se vend, les expériences. On n'achète pas le musée de je ne sais pas trop quoi. On va vivre une expérience à l'occasion d'une exposition temporaire. Et le truc, ça doit nous... Voilà, j'y étais, quoi. C'était sympa. Vous savez, les gens gardent les tickets. Les musées continuent de filer des tickets parce que les gens gardent les tickets. Donc, la partie graphique, elle est importante. Et là, pareil, il n'y a pas d'excuse. Vous allez sur Canva, ça coûte 0 et ça vous fait des graphismes super jolis. Ce n'est pas Canva qui a fait ça, c'est des êtres humains qui l'ont fait. Mais voilà, ça fait partie aussi de la manière de le vendre. Donc, au niveau des astuces et des actions concrètes, 1, vendez le maximum d'options, exposez le maximum d'options. Vous faites un petit déjeuner, testez si vous ne pouvez pas mettre en option un deuxième type de petit déjeuner. Petit déjeuner 100% local. Il y a le gars qui dit moi je fais un petit déjeuner express parce que je suis là pour le boulot, c'est café, jus d'orange, croissant, 4,50 €, au revoir.
ben, il vaut mieux qu'il vous laisse 4,50 € à vous que 0, parce qu'il aura dit, ben non, 18 ou 15 € le petit déjeuner, j'ai pas le temps, ben j'irai chez Starbucks, ou j'irai en face, ou j'irai chez la boulangerie du coin, je prendrai un café, un croissant. Proposez le petit déjeuner express. À l'inverse, proposez le brunch, pour ceux qui ont envie de proposer des brunchs, et c'est pas le petit déjeuner classique qui va être un peu plus cher. Le digital, il a quand même cette magie, c'est que vous pouvez créer ces offres, les mettre en ligne et voir si ça mord à l'hameçon. Ne vous dites pas au début, non, moi je suis contre, et puis quel bordel à organiser, et puis non, testez. Montez le produit, tant qu'on ne vous l'a pas acheté, voilà, ça enrichit la qualité de votre gamme, de l'hospitalité que vous voulez proposer, puis vous verrez si les gens ont envie de consommer. Puis 1, puis 2, puis 10, et puis là vous allez vous dire, tiens, finalement ce type de produit ça marche, je vais continuer à développer ce genre de produit. Donc parmi les options populaires, le choix de l'oreiller, ça fait partie du truc. Alors je veux l'oreiller avec plume, sans plume, avec des perles, sans les perles, mou, pas mou, qui me protège la nuque. Voilà, ça peut vous sembler complètement déraisonnable, mais aujourd'hui le choix de l'oreiller, de la literie, c'est un truc important pour les gens. Le chien, pet friendly, c'est une personne sur 2 aujourd'hui, dont beaucoup qui ont adopté des animaux pendant le Covid, qui n'entendent pas se déplacer autrement qu'avec leur chien, petit ou grand. Donc là, il faut être clair sur la politique pet friendly. Vous les acceptez oui ou non, vous acceptez oui mais que les petits et pas les moyens et pas les gros, vous acceptez les petits et les moyens mais pas les gros, vous les accueillez avec le tapis, donc le gars n'a pas besoin de prendre le tapis dans sa voiture, vous leur mettez à disposition 2 gamelles parce qu'il n'aura pas besoin de les transporter, etc., etc. Ça, c'est l'offre qui est mise en place par Mama Shelter, qui est une gamme inventée par les fondateurs du Club Med et qui a été rachetée par Accor. C'est une marque d'hôtel extrêmement populaire en France et dans les très très grandes agglomérations européennes, Lisbonne, Madrid, Barcelone, qui cartonnent. Et leur politique, c'est l'accueil du chien. Je le répète, moi je suis avec mon chien, ils ont d'abord dit bonjour à mon chien à l'arrivée. Voilà, donc c'était pour vous dire. Donc ils sont très branchés là-dessus. Et l'accueil des animaux est devenu un truc indispensable. Économiquement parlant, les gens qui ont des animaux, quand ils ne peuvent pas venir, mais ils sont obligés de se déplacer, ils ne peuvent pas venir avec leur animal, ils laissent leur chien à un parent ou à un dog-sitter. Ça leur coûte 25 balles par jour ou 30 balles. Cet argent-là, vous pouvez le récupérer vous, si vous avez la capacité d'accueillir les animaux, évidemment, mais vous pouvez le récupérer au titre de la pension quotidienne, quoi. Et les gens acceptent de payer. 20 balles, Mama Shelter, c'est 25 € par jour, hein, un animal. Hein. Et ils ne vous donnent pas la bouffe, voilà, il n'y a pas le vétérinaire. En revanche, ils vous disent, si vous allez au restaurant, vous voulez qu'un de nos coéquipiers vienne garder votre chien pendant 2 heures, on facture le service, mais il y aura toujours quelqu'un pour garder votre animal. Donc c'est une dimension importante sur laquelle vous allez pouvoir augmenter votre RevPAR. Les kits de sommeil, parce que la grosse tendance de 2024, c'était le sommeil absolu, le sommeil reposant. On a des chaînes d'hôtels aux États-Unis qui ont carrément condamné des étages avec des chambres, avec des rideaux opaques absolus. Il n'y a pas la lumière rouge sur le téléviseur, pas un pet de bruit, les matelas sont dingos. Enfin, il y a 4 couches, le linge est un truc de fou. Et là, vous dormez comme un bébé dans les bras de Morphée. Ceux qui n'ont pas les moyens d'aller jusque-là, ils font des kits de sommeil avec le masque de sommeil de compétition, très épais, les petites gouttes pour s'endormir un petit peu, voilà, et l'aromathérapie. Vous rentrez dans la chambre, vous n'avez pas le temps de vous déshabiller, vous réveillez le matin, vous êtes encore habillé parce que ça a été trop fort. Bon, Jean-Claude, il va falloir régler l'aromathérapie sur 1 et pas sur 10, surtout avec du cannabis, donc voilà. Et donc ça fonctionne. Enfin, pas le cannabis, le kit de sommeil. Et la cryothérapie, c'est la grosse tendance. Alors là, pareil, à ne pas reproduire à la maison si vous le faites qu'avec votre frigo et vos glaçons, parce que d'abord, vous n'en aurez pas assez, notamment s'il va rentrer en couple. Et puis, il peut quand même y avoir des accidents, hein, parce que ça peut être assez violent quand même de faire de la cryothérapie s'il n'y a pas un encadrement derrière. Mais c'est le gros truc. Là. Tout le monde veut essayer la cryothérapie. Tout le monde est convaincu que ça vous rajeunit, que vous maigrissez. J'étais la semaine dernière en Finlande, j'ai regardé les gens faire les bains froids, clientèle locale, je peux vous confirmer que ça ne fait pas réduire la cellulite. Hein. Voilà. J'ai un peu perdu la vue, quelques dixièmes, mais là je voyais d'assez loin que non, apparemment. Donc ça ne sert à rien d'aller te geler pour cramer du gras, ça ne marchera pas.
La deuxième astuce, c'est, je l'ai dit, c'est l'upsell. Donc ça, l'upsell, c'est une technique de vente additionnelle. Hein. Ceux qui connaissent les boulangeries Paul, qui sont nées en France ou pas loin de chez vous, à Marc-en-Barreuil, c'est la boulangère qui dit avec ceci madame ou avec ceci monsieur. Hein. Donc vous venez que pour une baguette, mais le fait qu'on vous pose la question vous autorise à vous interroger sur le fait de dire ah bah oui tiens. Mettez-moi donc ces 10 chouquettes qui me regardent en souriant. Ben là, c'est pareil. Est-ce qu'avec ceci, vous voulez le petit déjeuner un peu sympa, les 2 œufs, le truc fait par mon mari, qui est d'origine britannique, avec le super bacon. Le gars, il voit ça, il a envie d'acheter l'option petit déjeuner. Et donc, l'upselling, c'est l'art de faire vraiment monter les gens en gamme. Et là, c'est des techniques, c'est du paramétrage très simple que Visit Wallonia ou mes équipes peuvent vous apporter. Vraiment, c'est de l'automatisme, ça se met en place tout seul, c'est vous qui décidez à partir de quand l'upsell se met en place, et ça a vraiment des résultats très intéressants en termes de RevPAR. Les canaux de vente alternatifs, quand je suis un hébergeur, si j'ai vraiment une belle richesse d'offres d'activités, il ne faut pas que je le vende que sur mon site internet ou que sur les réseaux sociaux. Je dois exposer mes massages, mes visites naturalistes, mes safaris photos dans la forêt, sur Get Your Guide et sur Viator. Non pas en tant qu'hébergeur, mais en tant qu'offreur d'expérience. Vous voyez, de la même manière que vous devez les mettre sur Airbnb. Mais en revanche, ça fait venir la clientèle chez vous pour ensuite venir dormir chez vous. Donc ça, c'est pareil. Ces canaux-là, si vous vous disiez, mais moi je suis hébergeur, ça ne me concerne pas. J'ai le cas au Maroc où on a des clients qui ont des très beaux hôtels, qui ont des très beaux spas. Ils mettent leur spa en vente sur Get Your Guide et sur Viator parce que la clientèle internationale cherche des attractions et donc elles vont dans un grand hôtel. Elles ne savent pas au départ qu'elles vont aller faire un massage dans un très grand hôtel. Elles voient les photos, elles voient que c'est un beau spa, un bel hammam. Et puis au final, quand elles ont réservé, on dit c'est rendez-vous à tel hôtel. Ça ne veut pas dire qu'à tous les coups, elles vont réserver leur nuitée dans l'hôtel, mais elles vont prendre un petit déjeuner à l'hôtel, vont dire tiens, on va quand même prolonger un peu l'expérience, on va faire un repas sur place. Et puis là, ils vont se dire c'est quand même top de venir passer les vacances ici, peut-être que la prochaine fois, on y reviendra. Et puis les hôtels sont assez intelligents pour dire aux personnes qui ont acheté des expériences chez eux, écoutez, la prochaine fois, voilà 20% de réduction pour votre nuitée chez nous. N'hésitez pas à l'utiliser ou à le partager avec des amis. Ça marche. Ça marche et ça cartonne. Donc vous avez Get Your Guide, Viator, qui est TripAdvisor. 75% des parts de marché, c'est Viator. Et Google Things to Do, qui est la gestion des activités, qui cartonne aussi. Donc il faut y aller, surtout que ça coûte... Alors, les deux vous prennent des commissions, Get Your Guide et Viator, mais Google prend 0% de commission. Donc occupez cet espace. Franchement, allez-y en courant. Et là, pareil, vous pouvez le faire avec, évidemment, l'ORC. Donc je ne vais pas vous demander de lever des poids, on ne va pas faire de concours, mais la discipline du revenu management, vous en avez forcément entendu parler. Un petit point juste de rhétorique, yield management ou revenu management, c'est la même chose. Le yield management, c'est juste quelque chose qui est appliqué à l'aérien, puisque cette discipline, elle est née dans le monde de l'aérien, et c'est quand Bill Marriott, le patron des hôtels éponymes, qui a appliquer cette technique aux hôtels, ils ont décidé de l'appeler plutôt revenu management, et c'est comme ça que tous les hôtels appliquent cette discipline. Que vous soyez un hôtel, un pro des loisirs, que vous soyez une maison d'hôtes, un gîte, même tout petit, le revenu management, c'est la discipline très simple à apprendre et à mettre en application et qui va vous faire gagner du revenu comme ça. Parce que vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de l'analyse de la démarche qui se fait par 4 étapes très précises dans l'ordre de cette discipline-là, que vous êtes des fois à côté de la plaque en termes de tarifs et en termes de segments que vous souhaitez cibler. Et vous allez vous rendre compte que ça va vous permettre de vous poser des questions, vous allez vous apporter des réponses, et sans rien changer, sans attirer forcément de clients en plus, vous allez faire 8 à 10% de chiffre d'affaires en plus, juste parce que vous aurez amélioré votre positionnement tarifaire. Ça se fait vraiment avec toutes petites étapes. Il y a des formations qui existent. On en délivre une aussi au niveau de Eloa, mais on va aussi probablement vous ouvrir des accès avec Visit Wallonia. Pardon, je suis encore sur VBT, excusez-moi, je suis un peu conservateur, comme Donald Trump. Mais en fait, vous allez avoir accès à ces formations. Et puis, si vous n'y avez pas accès, il y a plein de ressources en ligne. Mais ça, vraiment, ça a un effet immédiat sur votre revenu. Et d'ailleurs, le revenu management porte un très mauvais nom. Ce n'est pas le management du revenu, c'est le management de la rentabilité. Voilà. Quand vous appliquez les principes de manière très simple, très académique, vous augmentez mécaniquement votre rentabilité. Et encore une fois, il n'y a pas de taille
pouvez avoir une toute petite, tout petit hébergement, toute petite activité, vous pouvez appliquer le principe du revenu management. Dernier point, les réseaux sociaux sur ces astuces-là. Ne parlez pas pour rien dire sur les réseaux sociaux, même si on vous dit qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux. Oui, il faut être présent sur les réseaux sociaux, mais pas à n'importe quel prix et pas en disant n'importe quoi. Voilà, évitez les trucs pour multidépressifs. Oui, non, tout va bien, c'est sympa. Ouais, on est en train de nettoyer la piscine. Bon, on s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire, à part les vendeurs de produits de nettoyage de piscine, tout le monde s'en fout. Il faut en revanche parler de votre vivant, de votre personnalité. N'hésitez pas même à parler de votre histoire, parce que c'est quand on vient dans vos hébergements, quand on vient dans vos lieux d'attraction, on veut savoir aussi pourquoi, comment, c'était quoi la vie avant, pourquoi vous avez fait ça, quel état d'esprit vous mettez, c'est quoi l'histoire de ces pierres, quand est-ce que cette rénovation a démarré. Tout un tas de trucs, encore une fois, qui vous sont familières, trop familières, au point que vous finissez par les oublier, mais qui sont des points importants. Moi, vous savez, ce matin, on se faisait la réflexion avec Olivier, on est rentré là, on s'est dit, bon, est-ce que c'était une chapelle ou est-ce que c'était pas une chapelle avant ? Bon, tiens, les mecs, ils ont mis quand même les tuyaux, là, c'est pas des petits tuyaux, tiens, ils ont fait ça, il y a quand même des moyens, c'est quoi ? On se pose plein de questions quand on observe. Et en fait, on a besoin, les réseaux sociaux, ça vous sert aussi, en dehors des offres commerciales que vous allez diffuser, montrer, oui, si vous avez un arbre un peu ancien chez vous, qui produit de belles fleurs, de beaux fruits, montrez-le, montrez sa floraison, montrez la cueillette, montrez la transformation de ces produits-là. On a besoin tous de rentrer dans votre quotidien, dans l'atmosphère. Les réseaux sociaux, c'est de l'affinitaire. Et l'affinitaire, il a besoin, à travers la vidéo, à travers votre texte, il a besoin d'évoquer une atmosphère. Quand on vient chez vous, c'est pour vivre une atmosphère. L'expérience, c'est le fait de respirer et de vivre une atmosphère. Voilà, ça c'est important. Donc n'hésitez pas. Alors tout ça, c'est l'instant publicitaire, hein, donc Visite Wallonia. Donc vous avez accès, pour celles et ceux qui n'ont pas encore ouvert le compte sur l'ORC, vous pouvez le tester gratuitement. Vous pouvez vous faire accompagner par l'équipe de Visite Wallonia, ici présente, et par mon équipe présente sur des latitudes plus chaudes. Et on vous consacre le temps qu'il faut pour partir de cas très très précis et vous montrer concrètement ce que ça peut avoir dans votre quotidien. Donc je reprends ce terme d'expérience parce qu'il concerne évidemment vous en tant qu'hébergeur et les expériences que vous avez, vous en tant que pro des loisirs, par rapport aux expériences en propre que vous vendez et que vous devez augmenter. Je vends du ticket, il faut que je vende autre chose que du ticket. Vous voyez, je parlais tout à l'heure avec les gestionnaires du téléphérique. Encore une fois, la semaine dernière, vous avez toujours les grandes roues sur les ports des grandes villes. Bon, moi, ça commence à me fatiguer quand je vois toutes ces grandes roues partout. Chez nous, pareil, il y en a partout. En plus, chez nous, il y a du vent, donc c'est pas très amusant d'aller dans la grande roue les jours de vent. Mais, comme je suis un peu curieux, ça reste un peu mon métier, j'ai vu cette grande roue, et donc ils avaient une cabine qui était décorée en marron et doré, et ils avaient fait une cabine Veuve Clicquot, quoi. Et ils vendaient 29 balles l'entrée dans la cabine, à deux, avec champagne et coupe de champagne. Bon, truc... ringardos à mort, mais voilà, vous faites un délire, vous n'êtes pas chez vous, personne ne vous connaît, vous n'allez pas vous faire choper en photo à trinquer, mais 29 balles. Et ils vendaient. Et je voyais la queue, les gars étaient, alors tout le monde passait sur les trucs blancs, et puis les mecs, ils achetaient la balade dans la bulle Veuve Clicquot. Donc en fait, on a besoin d'avoir ce qu'ils appellent des side offers, pardon pour les termes anglais, mais quand vous vendez un produit central, si vous voulez le valoriser, l'entrée sèche dans une attraction, il faut avoir des produits satellites qui sont des produits qui sont le même produit que le produit central sur lequel vous allez rajouter une expérience supplémentaire. L'entrée plus le pass, j'ai dit tout à l'heure, le snack, c'est le truc de base. L'entrée plus l'expérience avec, vous allez venir en backstage avec notre équipe de soigneurs, avec, voilà, vous aussi, je vois par exemple à Carcassonne, il y a une vieille maison hantée, une maison qui a été transformée en maison hantée, évidemment. Mais donc vous rentrez, même quand vous y attendez, les gars, ils sont capables de vous foutre la pétoche quand même, hein, parce que c'est... Moi, j'ai vu des gens courir, se prendre des murs, les escaliers, parce qu'ils se faisaient toucher à droite, à gauche. Enfin, bon. Et ils ont eu l'idée de proposer l'expérience, de dire venez faire aussi le monstre, quoi.
Bon, alors il s'assure que vous n'ayez pas de casier judiciaire, que le monstre ne va pas se transformer en criminel, en tueur en série, mais c'est fantastique. Il y a des gens qui adorent faire peur. Donc ils font des pranks, puisque sur les réseaux sociaux, il y a les pranks, les gens se font peur, se filment, on filme la réaction de la personne. Ben là, vous payez plus cher, mais pour faire peur aux autres. Donc ça fait gagner des ronds. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui s'éclatent avec ce genre de choses. Donc vous pouvez, même dans les attractions, proposer des choses périphériques à votre cœur de métier et où les gens sont prêts à payer. Bon, les sorties, voilà, les enterrements de vie de garçons, de vie de filles, de ci, de là. Il y a tout un tas de trucs qui aujourd'hui ne se réservent pas ou ne sont pas présentes sur Internet et qui ont besoin d'être présentes pour augmenter les expériences. Mais la première expérience, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'expérience d'achat. Tout ça, c'est bien beau. Vous allez vous casser la tête à inventer plein de choses ou à valoriser des choses qui existent déjà chez vous. Mais si l'expérience de visibilité, de navigation de votre site et d'achat et de réservation, de paiement n'est pas bonne, tout ça, ça tombe par terre. Voilà. Donc là, une fois qu'on veut faire du commerce, il faut arrêter de se la raconter, il faut arrêter de beurrer les tartines. Là, on rentre dans le dur. Le commerce, c'est sérieux. On a un site, on a un moteur de réservation, on a un système de paiement, on a un système qui envoie les confirmations aux clients. On gère ça avec sérieux. Voilà. Là, il n'y a pas d'excuse possible. En 2025, les clients sont impatients, à tel point que, même quand ça se passe bien, 9 personnes sur 10 abandonnent leur réservation. C'est pas le moment, ma femme m'a appelé pour aller l'aider à remplir, finalement, j'ai pas fini le truc. Mais il y a des raisons qui sont autres que ces raisons-là, pour lesquelles les gens quittent les moteurs de réservation. Pourquoi ? Parce qu'en définitive, c'est votre faute la plupart du temps, si les gens abandonnent votre moteur de réservation ou votre site de réservation. Parce qu'il y a plein d'éléments qui sont des éléments catastrophiques. Le premier, votre site, il est old school. Alors ça va bien si vous vous dites que votre expérience, c'est l'expérience de vivre la machine à écrire, on téléphone, on envoie un pigeon pour réserver chez vous, on arrive, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, bon, on est chez les Mormons ou chez les, comment on appelle ça, pas chez les Mormons, pardon, les Amish, voilà, les Amish de mes Amish sont mes Amish, donc on est dans cette expérience-là. Mais si vous voulez vendre des choses un peu modernes, le site internet que le petit cousin a fait, parce qu'il faisait des études en digital, il ne comprend rien. Votre femme vous a dit, j'ai acheté le HTML pour les nuls, j'ai fait le site, donc elle a mis 6 mois à le sortir. Les couleurs, elles piquent aux yeux, vous dites, ça rendrait la vue à un aveugle. Enfin bon, arrêtez. Voilà. Il y a un moment, il vaut mieux s'engueuler avec sa famille que de perdre des clients, quoi. Donc, vous pouvez dire, écoute, c'est bien, mais c'est nul, donc on passe à autre chose, ne m'en veux pas. Mais j'ai quand même des traites à payer, des charges sociales, des salariés. Bon, t'es sympa, mais ton truc, tu vas le faire ailleurs. Donc ça, c'est important. Il faut arrêter d'être dans l'amateurisme de ce côté-là, parce que vous le savez, vous rentrez ici, la première chose que vous avez, vous mettez une seconde à savoir si c'est un établissement sérieux, si la maison est propre, si c'est bien tenu. Ça vous donne envie de faire les pas suivants ou pas. C'est que de la psychologie, le commerce. 19% quittent votre système de réservation ou votre site parce qu'ils ont l'impression que ce n'est pas sécurisé. Il n'y a pas le cadenas, il n'y a pas le certificat SSL, votre site n'est pas multilingue, vous ne proposez pas les tarifs dans différentes devises, on n'a pas la réassurance et la première page qu'on va pouvoir payer et recevoir une réservation instantanée, que les visas sont acceptés, que Bancontact est accepté, que Amex est accepté, qu'on peut éventuellement payer en 3 fois sans frais. On a besoin d'être rassuré. À l'inverse, quand vous allez chez Vuitton, il n'y a pas les prix, mais vous êtes rassuré, vous êtes chez Vuitton, vous n'êtes pas sur Vinted avec des mecs qui vous vendent des contrefaçons. Bon, donc vous y allez. Enfin, pour ceux qui ont envie d'y aller, dépensez beaucoup d'argent. Mais sur nos sites internet et vos sites internet, il faut faire le b.a.-ba. Il faut avoir un site, il faut avoir des jolies photos, faites avec votre iPhone, si possible de dernière génération, pas le 1. Je le répète chaque fois, parce que souvent je vois des photos, je dis mais il y a un problème, quoi. Ou alors ils ont pris le filtre caca. Voilà, donc c'est pas mal, c'est pas mal. On va tout dégrader parce que là, on va mettre un petit peu de mystère. Ou alors le filtre DMLA. Vous voyez, c'est-à-dire que je vois la photo, mais j'ai l'impression d'avoir une grosse tache devant les yeux, donc je ne vois pas le lit, je vois pas le. C'est grave, quand on voit certains sites, faites-y gaffe, quoi. Enfin, regardez vos photos avec un œil externe, des fois. Je ne dis pas que vous avez tous des mauvaises photos, surtout pas, mais c'est la première chose que les gens regardent. Photos, vidéos, est-ce que c'est expressif, voilà. Et donc tout ça, ça concourt à la sécurité. Et la sécurité, c'est la confiance, et la confiance, c'est le fondement de l'acte d'achat. On se décide quand on est en confiance. Voilà. Imaginez que même si vous proposez un prix cassé,
mais qui n'a pas les critères de confiance sur votre site et votre moteur de réservation, à part d'être un grand couillon, personne ne vous achètera s'il n'y a pas les éléments de réassurance et de confiance. Donc ça, c'est important. Et le dernier point, c'est les lenteurs qu'il peut y avoir dans le système de paiement. Les systèmes de paiement, ça peut sembler assez courant de dire oui, mais ils sont tous pareils. Ce n'est pas vrai. Les systèmes de paiement des banques sont souvent très en retard technologiquement par rapport aux systèmes de paiement de nouvelle génération, que sont Adyen, qui est un système néerlandais qui est très connu ici en Belgique, Molly, qui est un système aussi très connu en Belgique, ou Stripe. Ça, ce sont des vrais systèmes de paiement puissants, rapides, multifonctions, sont souvent d'ailleurs autre chose que des systèmes de paiement. Ils sont aussi agents financiers. Ça va vite, ça pulse, ça propose tout un tas de systèmes de paiement. D'ailleurs, je vous annonce que Eloa va proposer dès 2025 le paiement par Amazon Pay. Donc tous les gens qui ont un compte Amazon vont pouvoir payer avec leur compte Amazon les réservations chez vous. Ça ne vous coûtera pas plus cher. Donc ça ouvre la porte à plein de gens qui sont détenteurs de comptes Amazon pour pouvoir même payer un hébergement chez vous. Et ça, c'est important aussi d'être souple, d'être réactif. Donc tout ça, ces quatre principales causes, ce sont celles que vous pouvez éviter en étant bien équipé, pour pouvoir éviter de devoir affronter autant d'abandons de réservation. Alors, il y a un autre moyen, c'est que l'abandon de réservation, l'ORC vous permet de le faire, pareil, par automatisme, vous permet, dès que quelqu'un a échoué dans sa réservation, la carte n'est pas passée, ou il n'a tout simplement pas mis sa carte, mais il a eu le temps de donner son nom et son email, l'ORC envoie en votre nom, enfin, depuis votre compte, un email au client disant alors, cher Olivier, désolé, peut-être qu'il y a eu un problème, votre réservation ne s'est pas terminée, je suis à votre disposition, on peut s'appeler, ou vous pouvez recliquer sur ce lien-là pour tester avec une autre carte, etc., etc. Et on rattrape comme ça quasiment 80% des réservations abandonnées. Donc c'est important, et cet automatisme-là, évidemment, l'email, il ne part pas 4 jours après. Hein. Le gars plante la réservation, c'est 4 heures du matin parce qu'il est en... Voilà. Votre email, il part 12 minutes après. Et par chance, ça transforme. Donc ça aussi, vous l'avez dans l'ORC. Ce n'est pas des trucs, des fois on se dit, ouais, mais ça c'est les grands hôtels, c'est les grands pros des loisirs. Non, non, vous l'avez à votre niveau. Et encore une fois, employez, activez ces boutons, c'est juste vous appuyez sur un bouton et ça met en place la fonctionnalité et ça tourne tout seul, de jour comme de nuit. Les jours fériés, il n'y a pas d'arrêt maladie, il n'y a pas de congé maternité, ça fait le job à votre place tout le temps. Et ça rattrape des clients, ça rattrape des réservations. Parce que souvent, ces réservations-là, c'est des gens qui avaient vraiment l'intention de venir chez vous. Mais le paiement n'est pas passé, il y a eu un petit problème. Bon, ils sont partis ailleurs. Si vous les rechopez par la culotte, ça fonctionne. Ne soyez pas impressionnés par les taux d'abandon. 87%, le taux de conversion de Booking, c'est 3%. Non, ne vous dites pas, nous, de toute façon, on est condamnés à cumuler que les handicaps. Booking, c'est 3%. Le champion du monde en termes de conversion d'achat sur la planète, c'est Amazon, c'est 10%. C'est-à-dire que tous les jours, 90% des gens qui vont sur Amazon n'achètent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'achèteront jamais, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas l'intention d'acheter. Ils ne vont pas jusqu'à acheter. Voilà. C'est 10%. Booking, c'est 3%. Un site comme vous l'avez, s'il est bien équipé, il va faire entre... Quand il est mal gaulé, 0,60% de conversion, il va monter entre 1,60 et 2,20 de conversion. Mais plus vous allez mettre des bonnes offres, plus vous allez convertir. Plus vous allez avoir toutes ces sécurités pour pouvoir relancer les gens quand les réservations n'aboutissent pas, plus vous allez avoir votre taux de conversion qui va augmenter, tout seul. Voilà. Donc ça aussi, n'hésitez pas à l'employer sur l'ORC. Je mets ça, c'est parce que c'était la semaine dernière encore à Helsinki. Vous allez croire que c'était le voyage de ma vie, mais non, c'est parce que c'est récent, mais je suis toujours curieux. Ça, c'est à l'entrée d'une église qui est fermée. C'est une église qui est en hauteur d'Helsinki, qui a été construite dans la pierre, donc vous ne la voyez pas, elle est construite dans la pierre, c'est très très connu des Finlandais. L'église est fermée, mais si je veux payer pour entrer, ils me disent que je dois aller sur Get Your Guide ou Tickets, je prends mon ticket et il y a quelqu'un qui va m'ouvrir pour entrer dans l'église. L'église, elle s'est mise à ça. Elle ne dit pas, non, désolé, c'est fermé, allez vous faire voir, quoi. Non, non, vous les réservez, voilà, on est présent sur ces plateformes, ça nous coûte une commission, mais ça coûte moins cher que d'avoir quelqu'un qui fait le planton à l'entrée de l'église, et on ne sait même pas si on aura des visiteurs ou des clients, donc on ne va pas immobiliser du personnel pour attendre, en revanche, on est prêt à payer de la commission chaque fois qu'un site comme celui-là ou un système de réservation nous prend la réservation.
Donc les autres enjeux de 2025, ils sont importants. Et il y en a un qui est tout d'actualité, qui concerne la Belgique depuis ce matin. C'est tout nouveau. Vous allez voir, c'est le DMA. DMA, c'est le Digital Market Act. C'est donc la directive européenne qui a été mise au point par les élus à Bruxelles et par les fonctionnaires pour protéger les Européens, à la fois les entreprises comme vous et les consommateurs, des excès potentiels que peuvent avoir les gens comme Google, comme Amazon et comme Booking. Puisque Booking, donc à partir de là, l'Europe a défini un certain nombre de règles en disant ce qu'on va soumettre de toute façon, quoi qu'il en soit, à cette règle-là, c'est les gens qui font X millions de visiteurs par mois, tant de chiffres d'affaires, etc. Bon, voilà. Booking en fait partie, et Booking a dû passer un petit peu à travers les fourches codines de l'Europe pour se conformer au DMA. Et donc, par exemple, la règle première, c'est que Booking, même si les lois existent en France et en Belgique, ne peut pas vous sanctionner si jamais vous continuez de proposer un meilleur prix sur votre site que sur leur page. Puisque vous savez qu'à travers l'ORC, vous pouvez dire, moi je veux aller sur Booking, me synchroniser mes prix sur Booking, mais je veux afficher 10% de plus. Booking ne peut pas vous sanctionner pour ça. Et donc ça, c'est les règles DMA. Il y a d'autres règles, évidemment, qui s'imposent à Booking, mais celle-là, elle est la plus importante. Elle sanctuarise le principe de la disparité tarifaire, à savoir que vous pouvez toujours proposer un prix différent, meilleur marché, voire proposer sur votre site des offres que vous ne donnez pas à Booking. Parce que c'est ça aussi que les gens recherchent. Ils vous voient sur Booking, puis ils viennent vous voir sur votre site internet s'il existe, et ils vont voir s'il y a autre chose que la simple chambre sèche. S'il y a la chambre avec le petit déjeuner, la chambre avec l'expérience, alors qu'on ne l'a pas sur Booking, on va réserver cette expérience chez vous. Et donc, vous allez gagner un peu plus d'argent parce que vous ne payez pas la commission. Donc ça, c'est le premier impact important. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous êtes à peine, selon l'OTREC, qui est le syndicat des syndicats d'hôteliers et d'hébergeurs d'Europe, vous êtes à peine 21% d'hébergeurs à pratiquer un prix inférieur sur votre site par rapport à ce qu'on voit sur Booking, Expedia ou Airbnb. Les autres, pour 79%, allez, on va faire simple, 80%, vous diffusez les mêmes prix pour plusieurs raisons. Première, vous avez la chocotte. Vous dites, ah non, mais moi non, je ne fais pas ces conneries. Moi, les mecs de Booking, ce n'est pas des rigolos. Si jamais ils me contrôlent et qu'ils voient que je fais un prix plus bas, je vais me retrouver relégué en fond de liste et c'est fini, je ne vais plus voir un client. Bon, vous avez la chocotte. Ça, c'est une peur irréaliste, irréelle, complètement, c'est un mythe urbain et c'est une légende urbaine. Vous n'avez pas à avoir peur. Un, parce que les lois existent depuis 2015 en France, en Belgique, donc Belgique c'est 2019, France 2015. Vous avez le droit de pratiquer toujours le meilleur prix chez vous et d'envoyer les prix sur les OTA, et notamment sur Booking, et maintenant c'est tous les OTA, un prix différencié. Voilà, ça c'est un premier point. Et l'ORC vous permet juste de dire, quand ça part sur Booking, tu mets 8% de plus, 10% de plus. Pourquoi je dis 8 et 10 ? Parce qu'en Allemagne, des économistes ont fait ce qu'on appelle du reverse engineering. Ils ont repris des tarifs de Booking, pas le code, parce qu'il n'est pas connu, le code algorithmique de Booking, et ils ont essayé de comprendre si Booking sanctionnait les hébergements qui pratiquaient un prix différencié. Et ils se sont rendus compte qu'ils le faisaient à partir du moment où l'écart entre vous et Booking est supérieur à 12%. Donc si vous affichez un prix différent entre Booking et vous, ne dépassez pas les 12%. L'autre point, mais là je vous dis faites attention, le DMA ne vous protège pas sur tout. Là je m'adresse aux hébergeurs. Vous pouvez pratiquer vos 12% d'écart, mais l'erreur à ne pas commettre, parce que vous n'êtes pas protégé là, de ce point de vue, ni par la loi, ni par le DMA, c'est de jouer je rentre, je sors, je rentre, je sors. C'est-à-dire je mets du stock, et puis quand je suis plein, je retire du stock en pleine saison. Alors ça, je vais vous dire, Booking, là, il vous défonce au niveau du classement, parce que là, ils ont le droit. Là, pour le coup, attends, t'es sympa, tu me mets du stock quand les corbeaux volent à l'envers pour pas voir la misère, et quand c'est l'été que tout le monde veut venir chez toi, tu me retires les pioles. Ok, très bien, tu veux jouer à ça, pas de problème, tu vas voir, on va tout mettre au fond de la cale, et puis quand tu auras bien senti l'humidité, que tu auras un petit peu de rhumatisme et que tu vas voir que le planning ne se remplit pas, on en reparle. Sauf qu'après, pour remonter, ce n'est pas 17% qu'il va falloir payer. C'est 30%, 40%, 50%, parce que vous connaissez le principe des commissions. Hein. Donc la faute de faire ça, elle peut vous coûter très cher. Et vous savez que, notamment en Europe, quand on ne bosse pas avec Booking ou quand on ne reçoit plus de business bien placé sur Booking,
c'est très très compliqué de remplir le planning quand même. C'est comme ça peut être quelque chose de regrettable, mais donc parité, disparité de prix, allez-y, disparité de stock, pas du tout. Deuxième raison, les gens disent, bon ok, c'est très bon, j'ai pas peur, mais moi j'ai pas la technique pour faire. Ben oui, vous avez la technique, l'ORC. L'ORC, c'est un bouton, vous appuyez, voilà, booking, ça part à 12% de plus, ça se gère en tout seul. Vous pouvez même me dire, à travers l'ORC, moi j'ai 5 types de chambres, et j'en envoie 2 que sur Booking. Les autres, elles n'y vont pas. Les promos, elles n'y vont pas. Je les garde chez moi. C'est très facile à faire. Il n'y a pas d'excuse. Techniquement, ça marche, il n'y a pas d'excuse. Troisième raison, c'est oui, mais moi, je considère que de toute façon, je vais être fair-play par rapport au client. Je ne veux pas passer pour un gitan. Pardon, c'est une expression un peu catalane. On ne méprise pas la population gitane, c'est juste qu'on vit avec, donc on a des différences. On dit, moi, je ne veux pas faire le gitan, donc moi, le client, il me voit sur Booking à 100, il me voit sur mon site à 100. Ben non, le client, il a compris qu'il pouvait trouver des meilleurs prix chez vous. Donc s'il vient chez vous et qu'il se dit, ah ben, il est à 100 sur son site et il est à 100 sur Booking, ben, tu sais quoi, je vais réserver sur Booking. Pourquoi ? Parce que sur Booking, il peut annuler quand il veut, sans condition. Alors que chez vous, c'est une dame qui est propriétaire d'une ferme, elle me dit, c'est quand même génial, parce que les gens qui réservent chez moi, ils mettent leur carte bancaire en garantie, ils retrouvent la mémoire. C'est-à-dire qu'avant, on me plantait les réservations, on ne venait pas, là, les gens, ils viennent. Juste le fait d'avoir mis en place une carte bancaire en garantie ou un acompte. Donc si vous avez un tarif similaire entre votre site et Booking, dites-vous que le consommateur, il préférera toujours réserver par Booking. Meilleur service client, qui répond 24 heures sur 24, ils peuvent annuler quand ils veulent. S'il y a un pépin, Booking les reloge, ils préféreront travailler avec l'agence de voyage. Donc il faut leur donner envie de réserver chez vous parce que le prix est meilleur, parce qu'ils savent qu'en réservant en direct chez vous, ils auront un meilleur accueil, et qu'en plus vous pouvez vous le permettre, parce que les gens le savent très bien, ils ne sont pas dupes, hein. Vous payez des commissions, ils le savent. Vous avez certainement reçu plein d'appels des fois de gens qui vous disent bah, écoutez, je sais que vous payez 20% de commission à Booking, vous allez me faire 10% pour les nuitées. Alors ça, c'est les discussions de marchands de tapis, mais il y en a. Alors, vous avez certainement, qui c'est qui a reçu ce genre d'appel déjà? Vous êtes quelques-uns. Voilà, vous voyez, donc statistiquement, c'est pas neutre. Ben là, au moins, il n'y a pas ce genre de discussion. Ben, j'ai vu que le prix est 10% inférieur. Les conditions de réservation sont très souples. Je file ma carte en garantie, voire je paye un acompte. Ben, je prends ça et je réserve en direct. Et vous avez comme ça des chaînes d'hôtels, Marriott, Hilton, Accor, qui gagnent 1 point, 2 points, 3 points par an de réservation directe. À leur niveau, 3 points de réservation directe, c'est des milliards. À votre niveau, c'est des milliers d'euros. Parce que les commissions, c'est votre deuxième poste de charge. Calculez-le bien. Vous verrez que c'est votre deuxième poste de charge. Donc, pour en arriver à la blague belge, je ne vais pas vous faire l'affront de faire une blague belge, mais depuis cette nuit, il y a un deuxième acteur qui bordélise un peu sur le DMA, c'est Google. Google, il dit ouais, moi, je suis considéré comme un contrôleur d'accès par l'Europe, et donc l'Europe dit que, notamment sur le voyage, j'ai une position trop dominante, et donc je suis un peu trop puissant, parce qu'effectivement, quand un gars il cherche un hôtel sur Namur, il y a les offres Google qui s'affichent, il y a la carte Google, il y a les comparatifs, ou si je cherche un vol au départ de Bruxelles pour aller dans n'importe quelle ville, Google Flight va me donner les prix, les horaires, etc. etc. Et donc, Google devient incontournable pour le voyage, ce qui est vrai. Pour les avis aussi, ce qui est vrai, c'est le premier collecteur d'avis. Donc l'Europe a dit à Google, toi sur le voyage, tu vas arrêter de faire le sgeg et puis tu vas éliminer tous tes services. Parce que tu fais de la concurrence à Trivago, tu fais de la concurrence à Booking, tu fais de la concurrence aux petits hôteliers, donc tu élimines tes services. Et là, cette nuit, Google a dit, on fait un test mondial, on le fait en Belgique. Et on va, vous savez quoi, nous on ne sait pas retirer nos services. Parce que, vous l'avez peut-être remarqué depuis le mois de mars, quand vous voyez les petites cartes Google Maps, quand on vous sort un résultat, vous ne pouvez pas cliquer dessus. Ça ne vous renvoie plus sur Google Maps. Ça, c'est le premier effet de la DMA. Donc, vous avez un effet frustrant. On vous dit, oui, il y a des maisons d'hôtes, il y a un hôtel, vous avez une carte, et puis vous cliquez dessus, puis il n'y a rien qui se passe, vous dites, tiens, Google, il ne marche pas aujourd'hui. Non, c'est la DMA qui dit à Google, tu bloques les accès à tes services. Et là, tous les concurrents de Google, Trivago, Booking, ont dit, non, mais Google, vous ne l'avez pas assez saigné, là. Là, Google, il continue de jouer au con. Il donne un accès différencié à ses services. Et ce matin, le directeur juridique de Google a dit, vous savez quoi, on va tenter au plan mondial un test en Belgique. Alors, ils ont choisi la Belgique parce que c'est là que siègent leurs interlocuteurs, la Commission européenne.
on va tester un truc, on va retirer tous nos services. Et vous savez quoi? On va mettre que maintenant les 10 liens bleus, comme dans les années 90. On enlève, vous voyez, donc moi j'ai changé mon VPN. J'ai fait hôtel à Namur pour le 28 novembre, vu depuis la France. J'ai la carte Google, j'ai les prix, j'ai les photos des hôtels. Je me suis mis en VPN depuis la Belgique. Même page, même recherche, j'ai 10 liens bleus. Vous avez vu l'hôtel ici? Non. Il y a Google, il y a Booking, il y a Trivago, il y a TripAdvisor, il y a Agoda, il n'y a pas un seul hôtel. Et là, vous vous dites, Google dit, bah ouais, moi vous dites que je ne suis pas le gentil de l'affaire, vous me dites que mes services, finalement, ils sont trop importants, mais moi mes services, ça rend service aux gens. Quand ils cherchent un hôtel et que je leur montre sur un plan les vignettes de prix, que je leur montre les photos, que je leur montre les avis que j'ai collectés sur tel et tel hôtel, on a beau tous être contre les GAFAM, on est quand même content de voir ça sur Google. Vous êtes d'accord que pour la recherche de voyage, c'est utile? Ben Google il dit OK, vous voulez jouer au con? Ben très bien. En Belgique, maintenant, voilà ce qu'on met comme résultat. Et on va tester, on va voir ce que ça donne. Alors qui c'est qui gueule? Ben, déjà nous, les utilisateurs. On dit, attendez, retour vers le futur en 2025. J'ai la liste bleue, je vais me taper 5 pages avant de tomber sur des prix, des offres et des avis. Niet. Premièrement. Deuxièmement, vous avez Sébastien Bazin, le patron d'Accor, qui a été quand même très clairvoyant en février 2024, et qui a dit, ce DMA, c'est la plus grosse connerie qu'on ait faite en Europe, parce que les mecs qui vont s'afficher demain, le jour où Google retire ses services, c'est les OTA. Et la preuve, vous voyez, quand Google dit, ben, vous voyez, moi je fais le test, vous avez vu là, il n'y a pas un hôtel indépendant qui apparaît. Il n'y a pas un hôtel local, il n'y a pas de maison d'hôte. Les 10 liens bleus, ce qu'on appelle les Blue Links chez Google, qu'on a connus dans les années 2000, au tout début de Google, ils sont revenus aujourd'hui au goût du jour en Belgique. Alors Google dit, bah, écoutez, nous on fait un test, hein. On va voir, puisque l'Europe enquête, l'Europe dit non, mais vous savez, vos concurrents prétendent que vous n'allez pas assez loin, que vous ne vous retirez pas. Ben, vous dites, ok, pas de problème, nous on se retire. Vous n'allez pas nous dicter maintenant ce qu'on va mettre. Ben, vous voulez qu'on affiche 10 liens et qu'on, même à la limite sans photo, ben, on retire. Puis on va voir ce qu'ils vont dire les voyageurs. Puis on va voir ce qu'ils vont dire les hôteliers surtout. Parce que là, il n'y a pas un hôtel indépendant, il n'y a pas même un hôtel de chaîne, il n'y a même pas Accor qui monte. Il n'y a même pas Accor. Donc là, les gars à Bruxelles, ils doivent commencer à faire un peu quand même de l'huile hein, depuis ce matin, parce que ça va foutre un sacré bordel. Hein. Ça va foutre, mais un sacré bordel. Et vous avez la primeur d'être les premiers au monde à faire le test de Bienvenue en Corée du Nord de la recherche. Non, alors vous allez voir, faites le test. Alors moi, j'ai fait le test depuis la France et VPN. Ce matin, en tout cas, c'était nul de chez nul, quoi. Donc vous allez voir vraiment des choses, vous êtes au cœur d'une guerre importante dans laquelle vous avez votre mot à dire, parce qu'évidemment, qui va apparaître sur les liens bleus? Ben, c'est les sites qui font énormément de référencement, c'est les OTA, c'est tous ces portails, c'est évidemment pas vos sites qui vont apparaître parmi les premiers, même quand on tape des requêtes très précises si vous vous amusez, j'ai pas fait le test sur tout, mais sur des termes plus précis, avec des établissements beaucoup plus précis. Donc ça, c'est le premier changement important du DMA. Deuxième changement, c'est un changement réglementaire à l'échelle européenne, mais on l'a vécu pour ceux qui suivent le blog, et je sais que vous le suivez de manière assez nombreuse, sur la location saisonnière en France. La loi a été votée et publiée le 20 novembre sur la régulation des locations saisonnières. En fait, c'est la purge annoncée des locations saisonnières un petit peu sauvages ou spéculatives. Hein. En France, pour vous donner une idée, 2016, 200 000 locations saisonnières qui étaient réparties sur les différents OTA. L'année dernière, 800 000. Multiplié par 4 le nombre de locations. Donc ça, vous allez avoir aussi des réglementations dans votre pays et surtout à l'échelle européenne. Et ça va, je pense, rééquilibrer le marché. Enfin, dernier point, pour celles et ceux qui utilisent Eloa et l'ORC, premier trimestre 2025, vous allez avoir accès à la nouvelle version de Eloa, complètement pimpée à l'intelligence artificielle, pour écrire vos textes, pour qualifier vos photos. Vous allez même pour avoir des prédictions sur vos tarifs, des suggestions sur vos tarifs, des choses très intelligentes qui vont vous permettre de piloter Eloa, cette fois-ci, tout Eloa sera accessible depuis votre téléphone mobile. Donc vraiment, le planning, les arrivées clients, les encaissements, vous allez avoir une solution addictive, j'en suis certain. Alors, je n'ai pas de date précise, ne me demandez pas de date, parce que nous sommes en plein test. On est en version bêta, on a 3400 tests en cours, donc, parce que quand vous allez basculer de l'ancienne à la nouvelle version,
ça risque de faire du flottement, vous voyez, mais vous allez gagner en efficacité, mais il faut vous y retrouver. Et puis surtout, on doit migrer vos données. Quand je dis migrer vos données, notamment je pense à quelques hébergeurs, on leur avait familiarisé, typé les options petit déjeuner repas, et on a une option qui s'appelle autre. Ça loupe pas, tout le monde a fait les petits déjeuners en autre, on ne sait pas pourquoi. Donc il va falloir travailler des migrations de ce type-là, mais vous allez avoir quelque chose d'assez extraordinaire à utiliser à partir du premier trimestre et qui va vous permettre de faire pas mal de business. Voilà donc pour ces nouveautés. Et donc ce changement est devenu quotidien, mais ce n'est pas que du changement, c'est une performance qui est nécessaire. Et la performance, vous le savez ici, c'est celle de Jean-Claude, donc l'esprit de Jean-Claude nous accompagne. Merci beaucoup.